Bonjour, Rima Hassan. Vous êtes eurodéputée de la France Insoumise, juriste, vous avez 33 ans et la semaine dernière, on n'a entendu parler que de vous. Alors pourquoi ? Parce que vous étiez à bord de la flottille de la Liberté ou le Madeleine, le fameux Madeleine. Alors il est parti le 1er juin, vous m'arrêtez s'il y a une exactitude des faits, le 1er juin dernier, de Sicile vers Gaza, avec à bord 12 personnes, dont 6 Françaises et Français, parmi lesquels vous, Rima Hassan, il y avait aussi l'activiste suédoise Greta Thunberg, et 5 Français donc, Yanis Madi, journaliste pour Blast, Omar Faïd, correspondant d'Al Jazeera, le militant CGT Pascal Morieras, l'écologiste Reva Viard et le médecin Baptiste André. Madeleine devait apporter dans la bande de Gaza, il faut le rappeler, c'est quand même l'objectif numéro 1, une aide humanitaire pour briser le blocus israélien, mais au bord des côtes gazaouis, aux abords des côtes gazaouis, dans les eaux internationales, l'armée israélienne vous contrôle, vous arrête. On a tous vu ces images. Vous êtes emmené au port d'Ashdod où vous restez 4 jours en Israël avant d'être expulsé. Et aujourd'hui, vous êtes ici, face à nous. D'abord, j'ai une question assez simple. Comment allez-vous déjà ? Je vais plutôt bien. Je pense que quand on connaît un peu le sujet palestinien, on arrive très très vite à relativiser. 4 jours de détention, ça a permis de mettre la lumière sur d'autres réalités. Mais à titre personnel, j'ai conscience que c'est très très peu de choses au regard de ce que vivent les 10 000 prisonniers palestiniens, prisonniers et prisonnières palestiniens, palestiniennes. Donc voilà. Fatigué quand même ou pas ? Un peu sonné. La première nuit que j'ai faite, je vais faire une confidence en exclu. La première nuit que j'ai faite, j'étais à l'hôtel. Quand je suis arrivée, j'ai pris un hôtel à Paris. Et la nuit, je me suis réveillée au petit matin. Dès que j'ai ouvert les yeux, je peux être 5 ou 6 heures. Je suis partie taper sur la porte. Ah oui ? J'étais dans le noir, mais j'ai eu vraiment un élan, parce que c'était le même élan que j'avais quand on était en détention. C'est dès qu'on se réveillait, forcément, on allait taper pour appeler les gardiens ou quoi, pour nous ramener ce dont on pouvait avoir besoin. Ah, vous croyez encore Ouais, presque habitué je croyais. à la La première nuit, j'ai eu ce réflexe-là, qui était assez drôle. Mais voilà, forcément encore un tout petit peu sonné. Mais voilà, je tiens quand même à relativiser et j'ai pas à me plaindre. Donc on a beaucoup suivi, vous avez beaucoup documenté la traversée. Et donc évidemment, les premières questions qu'on a, c'est sur à partir du moment où on n'a plus vu, Oui. vous n'avez plus pu documenter. Racontez-nous comment ça s'est passé en fait avec l'armée israélienne, l'arrestation, ce qui a suivi. Alors, on nous a beaucoup moqué les moments où on a pu documenter les premières alertes qu'on avait reçues, avec notamment le passage de drones, qui étaient effectivement des drones de surveillance. Mais c'était nécessaire pour nous, puisque, j'ai rappelé à plusieurs reprises, le président Navir avait été attaqué par drone au milieu de la nuit en eau internationale près de Malte. Et c'était notre plus grande crainte, en réalité. Donc, pour ce qui s'est passé dans cette nuit de dimanche à lundi, ça a été le même système d'alerte. L'alarme a sonné parce qu'on avait effectivement détecté plusieurs bateaux à proximité du nôtre. Et on a attendu une petite heure. Et ensuite, certains ont communiqué en disant que c'était une fausse alerte. Moi, je n'étais pas du tout convaincue. J'étais persuadée, et parce que précisément, on avait aussi fait une veille de l'actualité israélienne. C'est surtout la presse israélienne, en fait, qui a révélé, notamment le Jerusalem Post, qui avait révélé qu'il était fort probable que l'interception allait avoir lieu, effectivement, dans la nuit entre dimanche et lundi. Et ça n'a pas loupé, effectivement, 30 minutes, 40 minutes après, les premiers drones sont arrivés. Et par chance, parce que nous, on s'attendait à avoir le système totalement brouillé, le réseau brouillé. C'est ce qui s'est passé sur les dernières flottilles. Donc nous, on a eu de la chance, en fait, sur cet aspect-là, c'est qu'on a pu communiquer les premières attaques du drone. La dernière photo que j'ai partagée, c'était effectivement les petits jets de peinture blanche, ouais, effectivement, qui nous ont lancés. Donc on a pu communiquer jusqu'à ce stade-là. Et là, d'un coup, on voit 2 Zodiacs arriver des 2 côtés. On s'est cru vraiment dans un film, parce qu'en plus, au milieu de la nuit, je veux dire, on ne comprend pas toujours très bien. Mais par chance, on a mis en pratique toutes les consignes de sécurité sur lesquelles on s'était formé. Donc, mettre vraiment les mains en évidence, s'asseoir chacun à notre place. On avait chacun des places auxquelles on s'était attitré pendant toutes les répétitions qu'on avait eues sur les différents scénarios. Et Yanis, je rigole parce que la scène avec le recul, elle me fait un peu sourire. Yanis a été braqué en premier parce qu'il avait sa caméra. Il a été braqué, donc une arme sur lui. Oui, Yanis, donc le journaliste de Blast. On a tous été braqués en réalité. Mais Yanis, je crois qu'il a vraiment vu cette petite lumière rouge directement arriver sur sa caméra.
Et je sais plus, il a eu une réaction qui était sur le coup assez drôle. Il a jeté sa caméra par panique, mais on a vraiment été pris par surprise, quoi. Et il a sorti un légendaire What the fuck. Il a balancé sa caméra. Et donc, on a tous montré nos mains en évidence. Et ensuite, on a juste obéi. Et là, il vous embarque, il se passe quoi Ouais. Il se passe parce que là, on n'a plus d'image, on ne sait plus ce qui se passe, et nous, on veut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, donc, on jette nos téléphones parce que c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. On ne voulait pas que nos données... Je rappelle qu'on a été en contact avec plusieurs personnes, notamment à Gaza, et notamment des journalistes, donc on ne voulait vraiment pas les exposer. Donc, on a jeté nos téléphones. Et ensuite, on est resté près de 20 heures avec les soldats à bord du... 20 heures. Ah oui, près de 20 heures. Donc, ils nous ont réunis sur le pont. On avait effectivement filé nos gilets de sauvetage avant qu'ils arrivent. C'est quelque chose qu'on fait dès que l'alarme sonne, donc on les avait déjà sur nous. Et ensuite, ils nous ont filmé, ils nous ont distribué des sandwichs et de l'eau, ce qui était assez drôle parce qu'ils ne nous ont pas filmé quand ils nous ont laissé dormir sur le pont. Donc, on a vraiment dû dormir. Justement, cette image, on voulait un peu reprocher. Il y a cette fameuse photo où il y a, je crois, un pain au lait. On voit Greta Thunberg qui sourit. Oui. On a dit, ah oui, alors, ils dénoncent la famine, mais en fait, quand on leur donne un pain au lait, ils sourient. Vous avez entendu ces reproches ? Mais je ne comprends pas ces reproches. Nous, on était en train de sourire face à l'absurdité de cette situation. C'est-à-dire que c'est littéralement, si je veux utiliser le bon terme, c'est un kidnapping. Nous étions en eau internationale. On avait été par ailleurs soutenus par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont réaffirmé et éclairé un peu aussi l'opinion sur le droit qui s'appliquait. Parce qu'effectivement, on peut se dire, bon, c'est quoi ces militants Ils veulent défier des autorités, y compris potentiellement le droit qui s'applique. Et ça a été extrêmement précieux pour nous d'avoir un éclairage en matière de droit qui s'applique par ces 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont rappelé 2 éléments importants. C'est que la population de Gaza est en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris dans un contexte d'occupation. Le deuxième élément, c'est que les eaux contrôlées par Israël, les eaux territoriales que vous avez mentionnées, sont des eaux palestiniennes. Elles sont certes contrôlées par Israël. Israël peut procéder au contrôle de notre bateau s'il le désire pour des raisons sécuritaires, vérifier qu'il n'y a pas d'armes, etc. Mais il n'a pas le droit de nous intercepter, et encore moins en eau internationale. Donc c'est vraiment un kidnapping, et effectivement, on est resté 20 heures. On a d'abord dormi, l'image que vous avez vue, où on était assis les uns contre les autres avec nos gilets. Avec les gilets. Mais en fait, on a fini par s'endormir comme ça jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, dès que le soleil se levait, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur que des images soient captées par drone ou autre, ils nous ont enfermés dans le carré et à l'intérieur du bateau. Et là, à l'inverse, on n'avait pas le droit de sortir, y compris individuellement pour prendre l'air 5-10 minutes. Je le rappelle quand même, il faisait très chaud et qu'on n'avait pas possibilité en réalité de sortir. On était 12 enfermés en bas. Et justement, eux, ils ont diffusé leurs images. Et donc, sur ces images, il y a l'idée de vouloir paraître comme non violents. Ils étaient comment, en fait, hors caméra, une fois que les caméras étaient éteintes? Est-ce que c'était ce même ton ou est-ce qu'ils étaient différents? C'est quoi l'attitude, en fait L'interception en elle-même, elle est extrêmement violente. Le procédé qui consiste d'abord à nous jeter de la peinture au milieu de la nuit, ça a créé de la panique chez certains parce que certains se sont demandé si c'était pas un produit chimique ou on n'a pas très bien compris l'utilité, ou peut-être a posteriori. Bon, après, on n'est pas dans le même secteur, donc peut-être que d'autres militaires ont compris, ou soldats. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas du tout compris pourquoi ils étaient en train d'inonder notre bateau de peinture. J'ai encore les chaussures que j'avais sur le bateau. Elles sont toutes... Ah oui, ben là, on les voit, elles sont pleines de peinture blanche. C'est une pièce, ça, une pièce d'histoire un peu. Oui, puis on a gardé effectivement plein de souvenirs, mais de ce moment. Merci de les avoir ramenés. C'est juste que j'ai pas d'autres chaussures pour le moment, donc je les ai gardées. Mais effectivement, on n'a pas très bien compris, et tout ceci a été extrêmement violent. Le procédé qui consiste aussi à intervenir au milieu de la nuit. Donc, et ensuite, le fait qu'ils étaient effectivement tous armés, qu'on était contrôlés par ces soldats qui... avaient leurs armes pas systématiquement braquées sur nous. Ils les ont d'abord braquées pour nous contrôler et nous déplacer, etc. Mais tout au long, effectivement, ils étaient armés à proximité de nous et en contrôlant le moindre fait et geste de chaque personne de l'équipage. Et justement, il y a un paradoxe, on vous voit souvent sourire. Oui. Il y a ce sourire qui a été commenté, qui énerve vos adversaires et qui adore vos fans et vos supporters. Vous avez eu peur ou pas? Parce qu'avec ce sourire, on a l'impression que vous n'avez pas peur. Non, Rien vous fait peur? Non, je l'ai dit en amont. Plusieurs de vos confrères m'ont posé la question de
savoir effectivement où je plaçais cette question de la peur dans ma participation à cette mission. Je me refuse à avoir peur. Enfin, on est en train de... À partir du moment où je suis convaincue qu'on est dans le camp qui consiste à défendre quelque chose qui est noble, on le fait après chacun à sa manière, avec son niveau aussi de radicalité. Enfin, je revendique aussi le droit à la subjectivité, on y reviendra peut-être, mais on ne peut pas non plus faire société sans considérer qu'on a aussi des émotions. Et la place des émotions dans la politique, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi, que ce soit l'amour, mais aussi la question de la colère légitime, de par des parcours de vie, de par des injustices dont on a pu être soi-même témoin ou victime. Et il y a toute la dimension de l'incarnation parfois aussi des luttes. Je veux dire, je schématise souvent avec cette question, mais une femme sera toujours plus légitime et incarnera toujours mieux la question du féminisme qu'un homme. Un homme peut très bien être féministe, mais une femme l'incarnera bien plus. Donc il faut faire de la place à toutes ces subjectivités pour faire société. Mais donc effectivement, je me refuse à avoir peur, qui plus est, face à, encore une fois, un État et un régime que je méprise dans sa dérive, voilà, face à ce qui a été aussi ma formation, qu'est la place du droit international, des droits humains. Et c'est leur faire un cadeau. Donc c'est la colère qui a pris le pas sur la peur. Non, c'était pas la colère. Je crois que les sourires qu'on avait, c'était plutôt de dire bon, bah... On est là, quoi. On est là, et c'est un sourire... J'appelle un sourire de l'âme, et c'est un sourire de résilience et de résistance aussi. Face aux armes, en fait, vous, c'était le sourire. Oui. Et justement, les soldats de l'armée israélienne de Tsahal, est-ce qu'ils vous connaissaient? J'imagine que bien oui, sûr. quand même. D'ailleurs, ils vous disaient, c'est toi la star, la française? Non, Est-ce qu'ils vous titillaient là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, mais moi, enfin Greta et moi, ils nous appelaient souvent comme ça par nos prénoms. Et donc, moi, j'aimais bien un peu leur tenir tête, enfin leur tenir tête, mais en tout cas, juste leur montrer que c'est pas acceptable ce qu'ils étaient en train de nous faire. Donc, j'insistais pour demander un sac de couchage, mon sac de couchage qui était en bas dans les cabines. Et à un moment donné, quand ils étaient un peu agacés, ils me disaient « Ah, Rima, c'est bon, enfin, stop !» Et c'est vrai qu'ils m'appelaient systématiquement par mon prénom. Donc, effectivement, ils nous identifiaient très, très bien. Et un des soldats, quand ils nous ont réunis, nous a même dit Nice to meet you. Ah oui? Ouais. Il y a un petit ton de... Oui, un peu ton... Vous connaissiez presque. Mon cœur, mais après, il faut aussi resituer. Les soldats israéliens sont, pour la plupart, en service, en tout cas, très jeunes. Très, très jeunes. Donc, ils sont même, pour certains, plus jeunes que moi. Ils ont l'âge de Greta, pour certains, donc 22, 23 ans. Donc, ils sont aussi ils font aussi leur service dans l'âge qui est le leur. On a eu après affaire à des responsables israéliens qui étaient plus âgés, des officiers qui avaient une toute autre posture, beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'autorité, etc. Donc là, on était aussi avec des soldats, je veux dire, qui faisaient... Qui menait cette action avec l'âge qui le leur. Vous pouvez sentir... l'immaturité. Vous pouviez sentir ou deviner que certains, peut-être qu'ils regrettaient d'être là et que s'ils avaient pu, ils n'auraient pas répondu aux ordres de leur hiérarchie. Vous le sentiez, ça, ou pas? On a pu pas jusque-là. Oui, on a pu sentir que c'était vraiment quand on pouvait poser des questions, etc. Ils se contentaient de nous dire nous, on fait qu'obéir, quoi. Enfin, on a demandé de faire ça, on le fait. Venez pas nous poser des questions supplémentaires sur la raison d'être de cette interception, notre présence, etc. Donc, effectivement, je pense que c'est tout le problème aussi dans ce secteur d'activité. C'est la soumission totale. À l'ordre même le plus absurde. Effectivement, et quand on sait que l'ordre était surtout politique, parce que nous, ce qui nous avait effrayé, je donne juste cette petite information, quelques jours avant cette interception, il a été révélé effectivement que les différents commandos israéliens se préparaient à agir, que l'armée israélienne se prépare à agir, et ils avaient indiqué en supplément sous instruction politique. Et toute notre crainte, nous, elle portait sur cette question de l'instruction politique, quand on sait effectivement ce qu'il en est du régime politique israélien actuel, et on avait peur effectivement que ces dérives viennent de ces instructions de ce même régime. Donc vous avez passé une vingtaine d'heures, vous dites, sur ce bateau. Oui.
Et après, donc c'était 20 heures statiques, c'était le temps de rejoindre la côte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en fait? On vous a emmené en prison, vous a fait attendre Il faut dire qu'on a quand même été retardés parce que normalement on était censé arriver beaucoup plus tôt. On est arrivé au milieu de la nuit, donc on a effectivement fait 20 heures. On était censé arriver quand il faisait encore jour. Et là, on a commencé à tourner. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on a compris un peu plus tard qu'ils voulaient absolument éviter qu'on arrive en plein jour parce qu'il y avait énormément de presse internationale et israélienne qui nous attendait. Et aussi, je pense parce qu'ils voulaient éviter que des images, y compris par drone, puissent être captées si on débarquait en plein jour. Donc, il nous a d'abord retenu sciemment quelques heures avant d'arriver au port. Et au moment où on arrive, donc je suis la première à sortir, j'ai eu un acte qui était fort pour moi. C'était de garder le t-shirt sur lequel était inscrit 1948, la question du droit au retour des réfugiés palestiniens, parce que là, j'ai pas vécu un droit au retour tel qu'il est revendiqué par les résolutions des Nations Unies. Le pied sur la terre israélienne. C'était la première fois. Donc, effectivement, depuis que ma famille a été expulsée pendant la Nakba, et c'était la première fois que, voilà, après plusieurs générations, que quelqu'un de ma famille posait effectivement les pieds sur ces terres. Et c'était très important pour moi de le faire avec ce t-shirt qui rappelait la date de la Nakba et la date de l'expulsion de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui n'ont jamais pu revenir. Il y a aussi il y a une rumeur sur la vidéo du 7 octobre. On a entendu dire non, c'est vrai. C'est vrai, vous avez vraiment fait regarder les images du 7 octobre. Que 4 personnes. Donc, c'était Thiago, Yasmine, qui sont les 2 responsables de la coalition qui étaient à bord de ce navire, et Greta et moi-même. On nous a emmenés dans une petite salle. Et on nous a demandé... alors, effectivement, il y avait un énorme écran avec un titre attaque du 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre. Et là, on nous a effectivement introduit la chose. On nous a dit, voilà, on vous a ramené dans cette salle parce qu'on tient absolument à vous montrer ce court extrait, je ne sais plus si c'était 10-15 minutes, sur les attaques du 7 octobre. Et donc, nous avons refusé. On a vraiment considéré que c'était... une logique de propagande en fait guerrière visant à légitimer ou à justifier ce qui se passe, parce que nous si vous voulez on n'a jamais remis en cause les attaques en elles-mêmes, on n'a pas contesté ni la nature des attaques ni l'atrocité des attaques du 7 octobre. Nous sommes là pour briser un blocus qui est illégal, donc on n'a pas très bien compris la logique qui consiste à nous dire c'était un peu à mon sens pour nous dire, bon, en fait, ce que fait Israël à Gaza, c'est à cause finalement du 7 octobre. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on se refuse effectivement à accepter au regard des atrocités qui sont commises à Gaza et au regard des violations répétées du droit international, de la famine, du contexte de génocide. Donc, nous avons refusé de visionner ce court extrait. Est-ce que vous vous rendiez compte là-bas que l'affaire, je ne sais pas si on peut l'appeler l'affaire, l'épisode du Madeleine, ça avait été autant suivi en France, que ça avait coupé aussi. Non, pas du tout. Ça avait clivé la France, ça a coupé la France en deux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui vous détestent, d'autres qui vous adorent. Et certains, même, je reprends les mots de vos détracteurs, expliquaient que c'était une propagande politique de LFI plus qu'une opération humanitaire. Vous répondez quoi à ça ? C'est la question qu'évidemment tous les journalistes veulent poser. Oui, bien sûr. Bon, premièrement, peut-être rappeler que cette coalition de la flottille existe depuis 2011. Que c'est une coalition qui réunit 22 ONG, je veux dire. Donc, on enlève la présence de Rima Hassan, si vous voulez, sur ce sujet. Les actions de la flottille, elles sont continues, répétées. Elles se sont déjà articulées aussi sur leur raison d'être, sur leur composition, sur leurs objectifs humanitaires, politiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été construit comme ça à l'improviste pour un coup de com', comme ça a pu être dit. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, effectivement, pour dénoncer le blocus à Gaza. Il faut aussi rappeler que les premières flottilles ont pu atteindre la bande de Gaza. C'est important de le rappeler, ça. Dès la création de la coalition, les premières flottilles ont pu atteindre la bande de Gaza. Donc c'est pour dire aussi que nous sommes dans un contexte de dérive totale politique. C'est ça aussi que vous voulez démontrer quelque part. Totalement. Et ensuite, il y a eu d'autres scénarios effectivement qui se sont ajoutés au premier, qui est celui qui consiste à atteindre la bande de Gaza à des fins humanitaires et politiques, qui ont été effectivement l'interception ou l'attaque des drones, qui effectivement depuis plusieurs années sont 2 scénarios qui se répètent.
se succèdent, qui s'alternent, disons, en alternance. Soit ils sont interceptés, les bateaux, soit ils sont attaqués. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je rappelle qu'on a quand même risqué notre vie. Enfin, moi, si vous voulez, je ne suis pas là pour ni me mettre embrasser une posture de victime. Je trouverais ça indécent au regard de tout ce qui se passe. Mais c'est quand même important de leur dire que nous avons risqué notre vie. Ce bateau aurait très bien pu être attaqué par drone. Le petit bateau sur lequel nous étions ne pouvait pas supporter une attaque par drone, comme ça a été le cas du navire sur le 2 mai, qui a survécu, disons. Il n'y a pas eu de blessés, pas de morts. Nous étions vraiment sur un petit voilier. Donc une simple attaque par drone entraînait la destruction du bateau et donc la nécessité pour nous de jeter en mer et donc d'attendre quelques heures pour pouvoir éventuellement être secourus. Donc ça, c'est très important de le rappeler. On en avait tous conscience. Ensuite, c'est le troisième élément et le dernier qui est le plus important, c'était la nécessaire médiatisation ça, vous et mobilisation. Mais c'était mon rôle, pas mon rôle dans le sens de manière très concrète et pragmatique. J'apprends à personne ici que je ne peux pas naviguer un bateau, que ça ne relève pas de mes compétences. Donc, ce n'est pas non plus les compétences de Greta Thunberg. Vous l'avez présenté, les différents profils, on avait vraiment une complémentarité, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement deux personnes qui savaient parfaitement naviguer ce bateau, qui pouvaient s'alterner sous la casquette de capitaine. Il y avait 2 ingénieurs. Il y avait des personnes de la coalition qui étaient vraiment familiers de l'exercice et donc ils pouvaient vraiment coordonner tout ce qui se passait à bord du navire. Et la présence de Greta et ma présence, elles ont été aussi sollicitées par l'équipe quand ils nous ont contactés par mail pour nous demander si on était partant pour les soutenir dans cette initiative. C'était aussi pour adopter une stratégie à l'opposé de la stratégie qui a été adoptée sur le navire du 2 mai. Je rappelle que le navire du 2 mai, la coalition avait décidé de le faire dans un blackout total médiatique, en misant sur la discrétion pour pouvoir négocier avec les Israéliens, en disant on ne va pas surenchérir en mobilisation et en médiatisation pour pouvoir espérer avoir un dialogue serein avec les autorités israéliennes pour qu'ils nous laissent passer. Donc on voit bien que l'objectif humanitaire primait surtout dans la dynamique et l'action de la coalition. Mais l'attaque du 2 mai a littéralement, je le dis, et j'insiste là-dessus, a terrorisé l'équipe de la coalition. Et ils savaient pertinemment que si ce bateau était attaqué une deuxième fois comme l'attaque du précédent navire, on risquait vraiment notre vie, on risquait de mourir, quoi. Donc, ils nous ont dit on a besoin, premièrement, d'un support et d'une mobilisation politique cette fois-ci, et d'une mobilisation citoyenne. C'était votre assurance vie, en quelque part. Effectivement, moi, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, cette médiatisation et cette mobilisation, c'était notre assurance vie. Donc, c'était indispensable. Et je crois que ça a dissuadé, il faut le dire, je crois que ça a dissuadé les autorités israéliennes de nous violenter quand ils sont arrivés à bord du bateau, ou même Ils savaient qu'ils étaient observés, quoi. Effectivement. Et donc, quand vous entendez les qualificatifs de vos adversaires, la croisière s'amuse ou le bateau elle selfie? Écoutez, c'est important. Vous en pensez quoi, ça? C'est important pour moi de resituer d'où les gens parlent. C'est des gens qui, quoi que je fasse, me critiquent. Je veux dire, les personnes que vous avez pu citer, j'ai pu regarder très brièvement les critiques dont j'ai pu faire l'objet. Pas mal d'extrême droite. Oui, mais c'est des gens, je veux dire, qui me critiquent sur tout ce que je fais. Enfin, je veux dire, je crois que même ma couleur de cheveux, là, ce raté que j'ai sur la tête. Oui, ils ont dit ça. Ils ont pu aussi me critiquer. Non, mais c'est pour vous dire que je suis critiquée au moindre fait et geste. Je veux dire, si je change quelque chose en apparence, si je m'habille de telle manière, si je dis tel mot plutôt qu'un autre, il me tombe dessus. Donc, si vous voulez, ça nous intéresse pas beaucoup. J'ai appris dans ma petite expérience politique que ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu, du débat et de la diversité politique. Maintenant, je regrette que ça aille effectivement jusqu'à des propos qui ont été particulièrement insultants. Là, vos confrères, on a vu ce matin, je crois que c'était sur RTL, ils ont titré Rima Hassan, le colis Amazon, en faisant référence au fait qu'en tentant d'aller en Israël, on est immédiatement expulsé, etc. Et c'est la deuxième expérience pour ma part, puisque la précédente fois, j'étais partie avec une délégation européenne et nous avons tous été rapatriés et la mission a été annulée dès notre arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. Donc, je trouve ça un peu indécent, si vous voulez, parce que ça occulte aussi toute la dimension humaine et le fait que ces actions, elles sont faites au nom de convictions. Et moi, j'étais très loin, effectivement, de comprendre toute la proportion que ça a pris. En tout cas,
Enfin voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a téléguidé. On a répondu à beaucoup de sollicitations et il était de notre responsabilité d'informer sur ce qu'était la coalition, l'objectif, de mobiliser au maximum Bon, je crois que le l'opinion. message est passé. Voilà, Pas donc mal. on s'attarde pas trop sur les critiques et on fait plus de place, si vous voulez, à la mobilisation et à l'amour qu'on reçoit. C'est plus précieux. Et alors, donc justement, vous avez passé beaucoup de temps sur le bateau à communiquer. Oui. Et quand vous ne faisiez pas ça, comment ça se passait, même l'ambiance entre vous? Est-ce que c'est des gens que vous connaissiez avant? Par exemple, Greta Thunberg, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Vous êtes... On ne s'était pas rencontrés physiquement, on avait beaucoup échangé en amont puisque j'avais organisé au Parlement européen le Forum étudiant pour la Palestine. On avait invité plusieurs organisations étudiantes européennes pour qu'ils mettent en commun leurs moyens de mobilisation, leurs revendications. Et ça a été précieux puisque ça a été chapeauté entre autres par la rapporteure spéciale des Nations Unies qui avait déjà travaillé sur ce sujet, sur la mobilisation palestinienne dans les milieux étudiants. Et donc, on avait échangé parce qu'on voulait l'inviter pour introduire cet événement et participer à cet événement. Et elle avait des examens, donc elle n'a pas été disponible. Donc, on avait déjà échangé effectivement en amont. Et quand nous avons été sollicités pour cette action, on a renoué contact à l'occasion de... Elle est sympa ou pas, Greta Thunberg? C'est une Oui. question peut-être. Non, Vas-y, maintenant, on a envie de savoir. Si vous voulez, au-delà d'être sympa, Ouais. très franchement, humainement, ça a été très précieux pour nous parce qu'on vient vraiment de milieux différents, de profils différents. Il y a des gens qui ont été mobilisés sur l'action de l'A69, dont Reva qui était perchée sur un arbre, je ne sais plus combien de jours. Donc, on vient vraiment de profils très différents, mais on était vraiment autour de convictions communes. Et effectivement, humainement, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Moi, j'étais dans la même chambre, la même cabine que Greta. Ah oui. Et Baptiste, le médecin qui était à bord. Et donc, non, humainement, ça a été très précieux. Vous vous rendiez compte que vous étiez les deux symboles quand même, les deux icônes de cette flottille. Vous aviez ce sentiment d'un statut particulier on avait dans ce navire? conscience. C'est fou parce que vraiment, on a aussi surfait ou surinvesti aussi cette question des symboles. Parce que si, par exemple, on se réfère à un curseur... pardon de le convoquer parce qu'il est pas non plus forcément le plus parlant, mais si on prend juste ce curseur de la question des réseaux sociaux, Thiago, qui était à bord du navire, est beaucoup plus suivi que moi sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, si on se réfère à ça, par contre, ce qui était sûr, c'est qu'on était complémentaires dans la question de la mobilisation. Et de par nos différentes sphères. Et moi, ce que j'ai surtout apprécié, si vous voulez, chez Greta, c'est que je la trouve complète dans sa lutte pour le climat et pour l'écologie. C'est-à-dire qu'elle a complètement intégré toute la dimension décoloniale, la dimension qui consiste à faire comprendre aussi à l'opinion que se battre pour la Terre, c'est se battre aussi pour les gens qui vivent sur la Terre. Et il ne peut pas y avoir une défense pour le climat, pour l'écologie, quand les humains qui vivent sur cette terre-là, qui plus est des humains qui ont un lien avec cette terre-là. Les Palestiniens, pour beaucoup, ils vivent de leur terre. Ils sont à Gaza, je le rappelle, il reste, selon les Nations Unies, que 5% de terres cultivables. Et leur conclusion insiste sur le fait que toutes les autres terres cultivables ont été délibérément détruites par les autorités israéliennes. Donc elle a vraiment embrassé, si vous voulez, la dimension complète, une dimension très complète et très structurée de la lutte pour le climat. C'est-à-dire qu'il y a une convergence des luttes, vous et elle, quoi. Mais elle est au-delà de la convergence des luttes, c'est que pour moi, ces luttes, elles sont indissociables par essence. La lutte antiraciste, féministe, écologiste, décoloniale, elles sont par essence indissociables. C'est la promesse qu'on se fait mutuellement dans nos sphères respectives et dans nos luttes respectives d'un monde meilleur et d'un monde progressiste. Juste, je rebondis sur ce que disait Sego. Je suis un peu frustré sur ce que vous faisiez quand sur le bateau. Sur le bateau, est-ce que vous regardiez tout le temps l'actu? Est-ce que vous écoutiez de la musique? Est-ce que vous faisiez des jeux de société? J'en sais rien. Ça peut paraître bête, mais on veut savoir. Mais moi, si vous voulez, j'ai été très transparente et très naturelle dans ma manière de. C'est vrai qu'il y avait des vidéos, ouais. J'ai commencé par dire, bon voilà, pour moi, ça sera mission cuisine. Et on m'a tout de suite dit, mais elle fait l'influenceuse. Et je sais quoi. L'influenceuse cuisine sur le Madeleine. Moi, du coup, j'ai pas filmé les autres repas que j'ai pu faire. Donc tant pis pour vous. Mais donc il y avait beaucoup de cuisine. J'ai fait beaucoup de cuisine parce que j'adore cuisiner. Et quand je dis vraiment qu'on a été complémentaires, c'est que chacun a mis du sien dans le sens, dans sa sincérité aussi. Et donc, j'ai passé mes journées entre les interviews
qu'on a été extrêmement sollicité, notamment par la presse internationale. Beaucoup plus par la presse internationale que la presse française. On était, ma chargée de com est là, on a fait franchement par moment pas loin de 6-7 interviews par jour. D'accord. Donc Pascal Praud, il vous a pas interviewé, vous a pas appelé? Non, malheureusement. J'imagine. Hein. Donc on a fait, alors que j'avais des recettes de cuisine à lui filer. Ah oui, c'est vrai. Non, ça va faire un bon extrait, ça va lui envoyer les recettes de Pascal Praud de Rima Hassan. Donc j'ai fait, très honnêtement, j'ai fait un peu d'entretien sur le bateau. Alors on apprend aussi, je veux dire, si on est un peu de nature curieuse, on apprend un peu. Donc parfois j'étais avec Reva et Marco, qui sont les deux capitaines, qui nous apprenaient 2-3 choses sur le bateau. Ensuite j'ai effectivement fait à plusieurs reprises la cuisine pour tout le monde. Moi je viens vraiment d'une culture, et notamment ça vient vraiment de ma mère, où la cuisine, c'est une question d'hospitalité. Et ma mère m'a toujours dit aussi, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Donc il faut vraiment... C'est très Top Chef ce que vous dites. Non, là, c'est vraiment la présentation. Après mon mandat de député, je vais tenter Top Chef. Mais non, mais je sais pas si je fais particulièrement bien la cuisine. Ce que je sais, c'est que je le fais avec amour. Et dans cette dynamique d'offrir un repas chaud, parce que c'était le seul repas le soir qu'on partageait. Le reste de la journée, chacun grignotait un peu ce qu'il pouvait. Une boîte de conserve par-ci, une petite tartine par-là. Mais le seul moment où on pouvait vraiment se réunir, s'asseoir ensemble, c'était le repas du soir. Donc ça a été très compliqué de cuisiner quand le bateau tanguait, parce que c'est pas facile, c'est un exercice vraiment particulier. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, et pour moi, il y avait vraiment toute la dimension de, voilà, on offre un petit repas chaud à tous ses camarades qui, chacun dans son coin, est mobilisé avec ses compétences, avec son réseau, etc. Et une dernière anecdote, j'ai été mise, parce qu'on a un agenda où on se relayait pour les surveillances. Oui. Et les annonces de surveillance, c'était toutes les 4 heures. Et donc, on m'a mis à un moment donné en surveillance de 4 heures à 8 heures. Bon, clairement, j'étais inutile. J'ai dit aux gars, franchement, c'est pas la peine. Parce que j'étais là avec le petit boîtier de la radio. On entend effectivement les interceptions et les échanges entre les différents bateaux qui sont à proximité. Mais c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il y a une alerte. Enfin, je veux dire, moi, j'y arrivais pas du tout. J'étais paniquée. J'avais peur de... J'avais la toute petite radio qui était sur mes genoux. J'étais comme ça à 4h30 du matin sur le pont. Et j'aurais dit, bon, les gars, moi, je retourne en cuisine. Je vous laisse ça. Ce serait plus utile. Et moi, je vais... Voilà, faire des bons petits plats pour tout le monde, et pour réconforter les camarades, et puis faire les interviews le reste du temps. Et donc, une fois on n'a pas tellement parlé de vraiment après ce refus de visionnage du film. Combien de temps vous êtes resté dans la cellule avant de partir? Vous étiez où, en fait, même? Donc, au début, nous avons effectivement première détention, disons, c'était à l'aéroport, où là, nous avons vu la première fois le consul. Et ensuite, et nos avocates. Et ensuite, c'est là où on nous a proposé de signer le fameux papier. Alors, c'est très intéressant parce que quand ils sont venus nous aborder, ils nous ont dit, vous voulez partir rapidement? C'était pas, est-ce que vous voulez signer ce document sur la base en nous expliquant, ils nous explicitant ce que dit ce document. C'était vraiment... vous voulez partir rapidement, vous voulez rentrer chez vous, vous voulez voir votre famille le plus rapidement possible. On était là, oui, bien sûr, on voudrait rentrer. Et quand ils nous ont montré le document, en fait, le document disait, vous êtes rentré de manière illégale sur le territoire israélien. Ah oui. Et donc, une procédure d'expulsion va être entamée à votre rencontre. Et donc, nous, on a été plusieurs. 4 ont accepté de signer parce qu'ils avaient aussi des contraintes personnelles, dont Greta, dont Baptiste. Et les autres ont refusé en disant que c'était inacceptable pour nous d'accepter cet accord, puisqu'on a été ramenés de contraintes. C'est un kidnapping que nous avons vécu. Nous avons été ramenés de contraintes au port de Ashdod et sur le territoire israélien, tandis que nous, on voulait être accompagnés pour aller à Gaza. Et donc, on a refusé. Et donc, la deuxième étape, après cette première détention dans l'aéroport, ça a été de nous ramener effectivement dans la prison de Givon. Et ensuite, pour 2 personnes d'entre nous, Thiago et moi-même, on a été déplacés dans un autre complexe à l'isolement pour 2 raisons différentes. Thiago, parce qu'il a refusé de manger tout ce qu'on lui ramenait dans la première cellule. Il faisait une grève de la faim. Voilà, il refusait par protestation. Et pour ma part, c'est quand on m'a grillé en train d'écrire sur les murs de ma cellule Free Palestine. Ah, vous avez fait ça? Oui. Vous écriviez avec quoi? Alors, Et en plus, ils nous ont toujours pas trouvé. Alors, on a cette interview parce que quand ils sont arrivés, ils pensaient que c'était la cuillère. Il n'y en a pas de fourchette, pas de couteau. Ils pensaient que c'était avec la cuillère que j'ai gratté sur les murs.
Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé derrière un meuble qui était dans la cellule les restes de médicaments. Vous savez, quand on prend un médicament, il reste la petite plaquette. Et c'est avec ce qui restait de cette plaquette que j'ai gratté sur le mur. Et donc, ils sont arrivés, ils ont vu ça, ils ont fait leur enquête. Ils savent toujours pas là. Mais ils ont été dans un état. Non, ils savent toujours pas. Parce qu'ils nous ont confisqué les cuillères. Donc, du coup, les derniers jours, on a mangé avec les doigts, avec les mains. Mais ils n'ont toujours pas su, effectivement, avec quoi on avait écrit ces messages. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, j'ai été mise à l'isolement. Ah oui. Okay. Bon. Voilà. L'isolement, ça a été dur. Émotionnellement, ça a été dur. Toujours pas de peur, mais c'est l'humiliation, quoi. Parce que les menottes aux pieds... ça a duré combien de temps ? J'ai eu les menottes aux pieds, ouais. Ah oui. Ouais. Et en plus, on vous balade, quoi, parce que pour vous faire passer du premier complexe au deuxième complexe, je suis passée vraiment dans une prison, c'était 5 mètres carrés la cellule. Le matelas était totalement mouillé, humide. En dessous, il y avait plein de petites bestioles, des moucherons. Les toilettes, je vous en parle même pas. Quand j'ai demandé si on pouvait au moins nettoyer la cellule, on m'a dit nettoyez-la vous-même. Pas de douche, pas de fenêtre. Pas de douche. Pas de fenêtre. Et vos vêtements, c'est ceux que vous aviez. Mes vêtements, c'est ceux avec lesquels je suis venue. Donc moi, j'ai fini par m'asseoir par terre parce que le matelas était vraiment... voilà, donc j'ai fini par m'asseoir par terre à côté de la porte et je sais pas comment on appelle la petite ouverture qu'il y a pour passer les mains. La meurtrière là. Pour passer les mains pour enlever les menottes ou mettre les menottes. Mais j'étais assise par terre et j'avais mon visage qui était calé à côté de cette petite ouverture pour pouvoir avoir un tout petit peu d'air. Ah oui. Ouais. Waouh. Et ça a duré combien de temps l'isolement ? L'isolement. Avant d'être renvoyé en France ? De la matinée, début de matinée jusqu'au soir. Et c'est le consul qui était intervenu. C'était la veille de mon départ. Mais je savais pas, moi, que je partais le lendemain. Ils sont venus me chercher, en fait, le soir même, en me disant, tu pars demain, tu dors ce soir dans ta première cellule. Donc, on m'a changé de cellule le soir même. Et donc là, vous êtes... et le lendemain matin, vous prenez l'avion, vous arrivez en fin de journée, République, tout le monde vous attend. C'était comment aussi ce retour peu... Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai dit depuis mon entrée en politique. Ce combat, je le porte avec beaucoup de conviction et je le porte aussi avec des failles et avec des imperfections et j'y tiens. Je ne cherche pas à lisser, à perfectionner, à rentrer dans un moule sur la manière dont il faudrait faire de la politique, la manière dont il faudrait exprimer ses idées, etc. Pour moi, on arrive en politique aussi comme on est. On arrive avec ses tripes, on arrive avec ses défauts, on arrive avec... voilà. Donc, et j'ai... Dans cette année de surexposition et médiatisation, qui est en plus paradoxale parce que j'ai très peu pris la parole. Ça a été beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui ont été dites, mais très peu de moments où on m'a tendu le micro en réalité pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. Donc, j'ai ni aimé le monstre qu'on a pu faire de moi, ni aimé l'adulation, l'icône ou je ne sais quoi. Parce que ce que je disais à vos collègues de Mediapart justement ce matin, c'est que le problème avec l'admiration, le fait d'idolâtrer ou d'ériger en icône quelqu'un, c'est qu'on l'enferme dans une forme de perfection du coup absolue. Et moi, je tiens à mes défauts, je tiens à mon imperfection et je tiens à mon droit à l'erreur. Je tiens à avoir cette marge qu'on accorde justement aux gens qu'on n'idolâtre pas. D'avoir justement cette marge d'erreur et d'imperfection. Et moi, je tiens à ce qu'on rester dans une forme de banalité et normalité de ce que je suis, malgré voilà, la médiatisation et l'exposition à laquelle je fais face. Donc non, c'est des moments qui sont très beaux. Je vais pas vous le cacher, forcément, quand vous avez autant de gens... Ce bain de foule, là, c'est vrai qu'on l'a vu. Oui, qu'il va falloir... C'est vrai que ça faisait très... Enfin, il y avait une adulation, une adoration. Oui, mais je pense qu'en fait, au-delà, c'est qu'il y a une identification. Je pense qu'en politique, comme dans d'autres sphères, des gens ont besoin de s'identifier. Mais déjà, rien qu'aux artistes, je veux dire, sans forcément les connaître sur le plan personnel, à travers leur art, à travers leurs paroles, à travers leur musique, parfois on s'identifie. Et c'est comme ça qu'on finit aussi par idolâtrer, aimer des gens qu'on ne connaît pas sur le plan personnel, mais qu'on découvre à travers un aspect, si vous voulez, de leur expression. Pour ma part, mon expression, elle vient effectivement du champ politique, elle n'est pas artistique, voilà. Et donc, il y a aussi des gens, si vous voulez, qui s'identifient à moi et à d'autres qui étaient sur la flottille. Et je pense que cette identification crée un lien qui peut être plus fort, effectivement, que ceux qu'on peut voir généralement dans la politique. Et justement, place de la République. Oui. Bon,
Je l'ai déjà vu comme ça à la place de la République. À quel moment? Lors de meetings politiques. Oui. Là, je pose la question du journaliste politique. Là, je remets la veste, vous savez, du monsieur un peu sérieux. On fait le costard, Asdin. Voilà, je prends le costard. Moi, je vais parler politique quand même. Il y a un agenda politique en 2027, 2032. Dans votre parti, ils cherchent comme des candidats, je crois, à la présidentielle. Il y a un monsieur assez âgé qui est votre patron, Jean-Luc Mélenchon. Oui. On ne sait pas s'il va se présenter à vie, même s'il aime bien ça. Est-ce que ça vous donne envie quand même d'espérer pouvoir comme ça tenter l'aventure d'une élection un peu nationale, non? Non. On Non, la reprendra du cette tout. vidéo et on la remettra le jour où vous vous présenterez. Hein. Oui, oui, vous pouvez la remettre parce que, si vous voulez, moi je pense qu'il faut aussi de l'humilité en politique. Je n'ai pas toutes les compétences, toute la maîtrise de tous les sujets que nécessite d'avoir, je crois, quelqu'un qui se prétend à diriger C'est rare, tout un une pays. politique modeste. Là vous surprendrez. Non, mais moi, si vous voulez, moi, la politique, c'est pas une carrière pour moi. C'est une mise à disposition d'un combat qu'on peut porter. Et moi, j'essaye au maximum de porter une voix de la démocratisation de la politique. La démocratisation de la politique, c'est à un moment donné considérer que le boulanger du coin, l'artisan, les personnes qu'on côtoie au quotidien, en fait, sont des personnages aussi politiques. Tout est politique dans leur quotidien. Et donc, il faut que cette politique, en fait, elle s'ouvre. Et moi, si vous voulez, je m'inscris là-dedans. Je considère et je regarde mon mandat comme un temps dans ma vie qui me permet d'avoir une tribune pour porter différents sujets qui me sont précieux, auxquels je tiens, pour lesquels je porte des convictions sincères. Et ensuite, ça sera à la place de quelqu'un d'autre. Et j'aurai d'autres moyens de continuer à porter tous ces sujets différemment. Alors justement, j'ai mentionné le nom de quelqu'un d'important dans votre trajectoire, Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu. Vous avez fait une vidéo... il y a eu en tout cas plusieurs messages entre vous. On voit il y a une vidéo qui a été pas mal partagée. Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est nous qui te représentons et non pas l'inverse. Ça a été marrante. Alors vous l'avez eu. Donc, quand vous étiez sur le bateau, j'ai eu des nouvelles de beaucoup de gens en réalité. Est-ce que vous avez eu des nouvelles du président de la République? Vous avez eu Emmanuel Macron au téléphone depuis ou pas? Non, on n'a pas eu le président de la République au téléphone. On n'a pas non plus eu des personnes qui représentent le ministère des Affaires étrangères. Nous les avons beaucoup sollicités tout au long de cette traversée en leur demandant une chose simple, c'est-à-dire de lire l'appel qui a été formulé par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont formellement demandé aux différentes autorités de nous garantir un passage sûr. Donc il y a différents moyens. Ça peut être rentrer en contact avec les autorités israéliennes pour les convaincre. Encore une fois, ça peut passer par des contrôles a priori, etc. Mais en tout cas, ça peut passer par une négociation avec les autorités israéliennes en disant laissez passer ce bateau, il n'y a pas d'armes dessus, il y a 12 civils, voilà leur profil. Vous pouvez éventuellement contrôler le bateau, mais en tout cas, on compte sur vous pour pouvoir les laisser livrer cette aide humanitaire. Le deuxième moyen, ça aurait été d'offrir un corridor maritime pour pouvoir assurer ce passage. Et pendant tout ce temps, l'appel que nous avons formulé, que nous avons relayé de ces 10 rapporteurs spéciaux n'a pas donné lieu à un échange direct, ni avec le président de la République, ni avec le ministère des Affaires étrangères. Vous auriez aimé, par considération, avoir Emmanuel Macron au téléphone, vous, eurodéputée française? Alors, nous avons tourné... moi, je ne sais pas ma petite personne. Nous avons tourné une petite vidéo avec Blast, avec les Français qui étaient à bord du navire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un message adressé à Emmanuel Macron. Nous avons commencé par, voilà, Monsieur le Président de la République, nous sommes 6 Français à bord de ce navire. Voilà, on s'adresse à vous en vous formulant ces demandes. Et on aurait voulu, effectivement, du fait de la représentativité, si vous voulez, de la France, de par le nombre de personnes françaises à bord de ce navire, c'était quand même la moitié de l'équipage. Donc, c'est une petite fierté nationale. Mais on était quand même, voilà, la moitié de l'équipage était de nationalité française. Et on s'attendait, effectivement, si on devait avoir un échange avec un seul gouvernement, c'était effectivement en priorité le gouvernement français, de par la composition de l'équipage. Et on avait relayé cette vidéo et cet appel que nous avons publié en espérant avoir un retour direct effectivement des autorités françaises. Vous voyez ça comme un mépris, l'absence d'appel d'Emmanuel Macron ou pas? Au-delà du mépris, si vous voulez, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de notre petite personne. Moi, franchement, vous l'avez vu, mais pendant toute la traversée, on a peu répondu aux attaques, etc., parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de garantir le succès de cette mission et d'assurer notre sécurité. C'était ça, les 2 éléments les plus importants pour nous. Donc,
c'est au-delà du mépris, je crois que c'est vraiment un manque de courage. Un manque de courage politique. Mais nous avons eu sur cette question de la flottille, mais nous l'avons aussi eu à d'autres moments. Quand Netanyahou survole l'espace aérien français à 2 reprises, c'est un manque de courage politique que de ne pas le dénoncer. Quand nous sommes interceptés en eau internationale et que c'est une violation manifeste du droit international et que ce n'est pas dit dans la bouche des autorités françaises, c'est un manque de courage politique. Quand on invente une immunité pour Benyamin Netanyahou qu'on n'a pas du tout trouvée pour Poutine, c'est un manque de courage politique, ou en tout cas un manque de clarté politique. Et je veux rappeler vraiment un élément qui est très important parce que on est effectivement dans des divergences politiques, etc. Mais le président de la République, dans une démocratie, c'est prévu par la Constitution, c'est le garant des engagements internationaux de la France. C'est prévu par la Constitution. Le président de la République, il est censé garantir les engagements de la France en matière de traités et de conventions internationales. Et c'est le minimum, en fait, qu'on peut attendre de lui. Et donc, c'est le seul regret, si vous voulez, que j'ai à formuler là aujourd'hui à votre micro, c'est de ne pas avoir eu une parole et une action politique de ce président qui est le nôtre, qui soit conforme au droit international. Donc le message est passé. Ouais. Et là, vous continuez de solliciter notre gouvernement. Il reste encore 2 personnes, 2 Français. Oui, 2 Français et Marco qui est hollandais, qui est un des capitaines. Qui ne sont pas rentrés, a priori, les vols. Enfin, il n'y a plus de vols depuis que l'Iran a répliqué, a attaqué Israël. Donc, vous continuez de demander des actions, des déclarations. Qu'est-ce que vous demandez maintenant que vous êtes rentrés ? Effectivement, on a une mobilisation cet après-midi. Il y aura plusieurs prises de parole des personnes de la flottille à cette occasion. On a plusieurs choses à formuler. La première, c'est sur les conditions de détention. Je veux quand même dire que pendant la détention, on nous a refusé d'avoir... C'est Ben Gvir, le ministre Ben Gvir, qui avait demandé un traitement spécial pour l'équipage et en particulier pour ma personne. Et ce traitement spécial, c'est toutes les demandes qui consistaient à pouvoir avoir accès à un carnet, à de quoi écrire, à de quoi lire. Parce qu'on avait tous 2-3 bouquins avec nous, forcément, dans nos bagages, pour s'occuper aussi à bord de la flottille. Et ça nous a systématiquement été refusé. Donc je crois que d'abord, il y a une formulation à faire quand même sur les conditions de détention. Si leur détention est prolongée, humainement, pour qu'ils puissent tenir, il faut qu'ils puissent à un moment donné aussi s'aérer la tête, donc par la lecture, par l'écriture, et donc ça c'est le minimum. Ensuite, sur les conditions de détention, plusieurs des garçons qui étaient dans la même cellule ont été piqués par des punaises de lit. Donc, quand je dis piqué, c'est faut voir les photos éventuellement du corps de Thiago qui a pu sortir. C'était aussi le cas pour le corps de Marco. Ils ont leur corps littéralement couvert de piqûres de punaises de lit. Donc, il faut à minima déjà améliorer leurs conditions de détention. La deuxième formulation, c'est celle qui consiste à demander aux autorités françaises de les prendre en charge. Ça peut effectivement consister à les prendre en charge au sein de l'ambassade ou au sein d'un logement qui appartient à un appartement qui appartient aux autorités françaises, qui est occupé par les autorités françaises et qui peut être mis à disposition de Yanis et de Pascal le temps qu'ils soient rapatriés. Et puis la troisième demande, c'est effectivement d'accélérer le processus de leur rapatriement. On espère effectivement qu'il ne sera pas d'une durée d'1 mois, parce que c'est particulièrement long. Et quel lien vous avez maintenant avec les habitantes de la bande de Gaza ? Moi, j'ai vu les images quand vous avez vu au téléphone cette pêcheuse gazaoui qui Madeleine. porte Madeleine, dont le bateau porte le nom. Oui. Vous étiez en lien avec eux sur le bateau et vous êtes encore en lien avec eux. Comment... Oui, c'est pour ça, comme je vous le disais, qu'on nous avons aussi décidé de jeter nos téléphones parce que tout au long de la traversée, on a été en lien avec des journalistes, avec des habitants de la bande de Gaza, y compris Madeleine qui porte le nom de cette... dont on a utilisé le nom symboliquement pour baptiser le bateau. Et c'est des personnes qui ont été... On a eu aussi plusieurs vidéos qu'on a pu relayer, des vidéos des habitants de la bande de Gaza qui nous disaient « on attend votre arrivée », etc. Donc on a été très émus, si vous voulez, un peu avant l'interception, de se préparer à cette éventualité de ne pas y arriver, quoi. De ne pas y arriver quand on a eu aussi des échanges humains. On se sait aussi attendu, on se sait... à quelques heures de créer un lien concret avec cette population qu'on a vu totalement martyrisée et affamée ces derniers mois, ça a été des moments très émouvants pour nous et on leur a fait une promesse
c'est qu'il y aura autant de bateaux que nécessaire. Vous allez revenir. Ouais. En fait, ça a je ne sais pas si personnellement je vais revenir parce que vraiment, je veux redire, c'est une action de la coalition. C'est pas une action de Rima Hassan ou de la France Insoumise. C'est une action de la coalition et c'est eux qui sollicitent des personnes pour mais au-delà des bateaux, il y a un convoi d'autocars qui est parti, là on en parlait sous Mood, il y a des gens qui partent à pied, enfin il y a quand même presque un mouvement de... Oui, mais je pense que ça répond à un vide politique, parce que moi, là aussi, je veux le dire, c'est que toutes les personnes qui ont pu nous critiquer en questionnant le sens de la mission, etc., je veux leur dire quand même que ça répond à un vide politique. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise que c'est désespéré comme action. Je veux dire, un bateau qui a quelques centaines de kilos de riz, de kilos de farine, pour une population de 2 millions, 600 couches, un peu de produits d'hygiène pour des femmes, quelques médicaments. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est un peu désespéré comme action. On est d'accord sur ce terrain-là. La question, c'est dans quoi ça s'inscrit. On fait notre part à notre échelle et ça s'inscrit effectivement en réponse à un vide politique. Et je crois que les autres initiatives comme la marche pour Gaza, qui est partie notamment du Caire, toutes ces initiatives citoyennes qui rassemblent sont des initiatives qui s'inscrivent à un vide politique. C'est une mise en action, si vous voulez, de gens qui sont désespérés, effectivement désespérés, de l'inaction politique, de la passivité, de la complicité politique. Et justement, vous avez pris donc des risques, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez risqué votre vie. Vous parlez évidemment très souvent, même dans le débat politique français national, de la situation à Gaza et de cette guerre terrible, de ce massacre. C'est l'eurodéputée française qui était à bord de ce bateau ou la jeune femme d'origine palestinienne? Les deux, c'est indissociable pour moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la politique, c'est une tribune. Et on arrive avec ce qu'on est en politique. Enfin, je ne sais pas pour les autres. Moi, j'arrive avec ce que je suis. Vous me croisez dans 5 ans, je suis la même personne. Et les gens qui me connaissent de mes 8 années de travail sur la question de la protection des droits des réfugiés, quand j'étais une parfaite anonyme, c'est des gens qui me reconnaissent toujours. En tout cas, je l'espère. Donc, pour moi, c'est indissociable. Et ce que je mets en politique, c'est ce que je suis. Pas tout ce que je suis, forcément, parce que la politique, c'est aussi une activité, si vous voulez. Donc, il y a forcément des espaces privés, intimes, que chacun et chacune essaie de préserver. Mais je suis la même personne. J'ai les mêmes idées, j'ai les mêmes convictions, et je les articule de la même manière. C'est-à-dire que si demain, on se retrouve à un apéro pour discuter de la bande de Gaza, je vais formuler les mêmes choses que si je suis sur un plateau de BFM. Il n'y aura pas d'éléments de langage supplémentaires. Ni en moins, ni en plus. C'est quoi? C'est le côté sans filtre? C'est-à-dire vous n'arrivez pas à avoir... Vous avez le même discours en privé qu'en public sur ce sujet? Bien sûr. Il n'y a personne qui peut le contester. Vous pouvez mettre une caméra cachée où vous voulez. J'aurai exactement les mêmes propos. J'aurai exactement cette même boule de feu là, que j'ai dans le cœur, dans le ventre, à chaque fois que je parle de ces sujets, que j'ai depuis très longtemps, que j'ai depuis l'adolescence, que j'aurai toute ma vie, tant que je n'aurai pas le sentiment qu'une perspective de justice soit pleinement offerte à ce peuple palestinien, et plus largement sur la question des droits humains. Je vous l'ai dit, avant d'être sur ce mandat, moi j'ai travaillé 8 ans sur la question de la protection des personnes réfugiées. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le sauvetage en mer des personnes migrantes, ça a été un des moments les plus traumatisants et émouvants. Il y a un bateau en détresse, et ça, vous détournez votre... On a un appel qui nous informe qu'on est le bateau le plus proche de cette embarcation qui a été identifié, qui partait de la Libye. Il se trouve que ces gens étaient sur ce bateau depuis 5 jours. 3 jours avec un moteur qui marchait, 2 jours avec un bateau qui ne marchait pas, qui ne marchait plus. 4 personnes s'étaient déjà jetées en mer quand on a recueilli les témoignages. Et donc, quand on arrive, eh bien, on fait ce que, 1, le droit nous oblige à faire, et 2, ce qu'on est convaincu de devoir faire. Et donc, on s'approche d'eux pour pouvoir les prendre en charge. Et là, on a les gardes-côtes libyens. Alors, c'est très marrant parce qu'au début, vous l'avez vu peut-être vous l'avez vu sur la vidéo, au début, je parle de gardes-côtes égyptiens parce que c'est eux qui nous ont appelés en disant allez les prendre en charge. En nous disant qu'ils étaient égyptiens. Et en nous disant, nous arrivons, on va les prendre en charge. Ils sont arrivés très peu après notre arrivée. Mais je veux dire, notre voilier, il avance tout doucement par rapport à leur grand navire. Donc ils sont arrivés effectivement très vite. Et ils nous ont dit, nous sommes égyptiens et nous allons les récupérer.
Donc, nous, on les filme en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et à ce moment-là, il y a 4 personnes qui sont à bord de cette petite embarcation qui se jettent en mer. 4 personnes. Et donc, ensuite, on comprend, parce qu'on était en contact avec plusieurs organisations, dont Sea-Watch, qui nous dit, non, ça, c'est des pratiques de garde-côtes libyens, qui sont en partie payés par l'Union européenne. Et qui se font passer, donc... Qui viennent, en fait, récupérer ces embarcations dès lors qu'elles sont identifiées, et qui les ramènent en Libye, qui est parfaitement illégal, puisque la Libye, je le rappelle, n'est pas catégorisée comme un pays sûr. Et donc, les personnes qui sont exilées subissent des traitements inhumains et dégradants sur ce territoire. Et je crois que ces personnes ont aussi montré qu'elles préféraient littéralement se jeter en mer et potentiellement mourir plutôt que d'être ramenées en Libye. Et donc, là, nous sommes intervenus. Nous avons sauvé ces 4 personnes. Nous avons fait monter à bord du bateau, fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire le médecin, heureusement qu'il était à bord, parce qu'en prenant leur température, il se trouve qu'une des personnes était à 34 degrés. Donc, on leur a donné des vêtements, un petit repas chaud. Donc là, je suis retournée en cuisine. Un petit repas chaud. Ils ont dormi immédiatement. Et ensuite, on a été en contact avec les autorités grecques pour leur dire, vous êtes on est les plus proches en fait, de vos côtes. Il faut venir les récupérer. Et ils nous ont dit, un bateau de Frontex va venir les récupérer pour les ramener en Grèce. Peut-être on termine avec cette grande question. Oui, une grande question. Alors, la grande question. Oui, la grande question. Vas-y, ouais. Est-ce que vous, Rima Hassan, vous pensez que la paix est possible, qu'on peut peut-être renouer le dialogue avec les Israéliens qui sont opposés au pouvoir, aux actions et décisions de Benjamin Netanyahou? Bien sûr. Parce que souvent, on a pu vous faire ce reproche d'être campé sur vos positions et ne pas être ouverte au dialogue. Est-ce que vous êtes ouverte au dialogue? Et si oui, profitez de cette antenne pour nous expliquer pourquoi. Moi, j'assume jusqu'au bout ma radicalité et je crois qu'elle est nécessaire. Ça, c'est dit. Bien sûr. C'est dit, c'est assumé et c'est porté. Mon sujet, si vous voulez, il n'est pas... La finalité, c'est la paix. Sur ça, on est d'accord. Ah bah oui. Le premier message que j'ai diffusé, moi, après les attaques du 7 octobre, c'était précisément de dire qu'il n'était pas acceptable de se réjouir de la mort de civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, et que ça nous éloignait des perspectives de paix qui doivent nous sauver, non pas nous tuer. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est le chemin pour la paix. Vous pouvez avoir une paix qui reste profondément injuste. Ça a pu exister dans l'histoire. La question, c'est quelle forme de paix vous voulez... quelle forme de paix vous voulez vous battre jusqu'au bout? Et le chemin que moi, pour lequel je me bats, c'est celui d'une libération. Une libération collective. C'est pour ça que je porte... on dit souvent qu'on ne peut pas avoir des opinions divergentes au sein de la France insoumise. C'est faux. Moi, je suis sur la proposition d'un État binational, c'est-à-dire une cohabitation totale, qui va aussi dans le sens de la reconnaissance des Palestiniens pour les mettre à égalité de la reconnaissance des Israéliens. Mais je ne crois pas à la séparation entre les Palestiniens et les Israéliens. Vous ne croyez pas à la création d'un État autonome à côté d'un État israélien? Non, je crois que tout le monde doit... Édouard Saïd et d'autres intellectuels, même israéliens, l'ont dit il y a 30 ans. La logique de 2 États, c'est in fine avoir 2 apartheids. Parce qu'en Israël, vous avez 20% de la population qui est d'origine palestinienne. Les personnes qui sont en territoire palestinien, qui sont sous le statut de colons, parce que pour le moment c'est un territoire palestinien et colonisé, occupé, elles sont aujourd'hui recensées à hauteur de 1 million. Je veux dire, faut être un tout petit peu pragmatique, réaliste sur le fait que, en fait, la question qui se pose à nous, c'est pas de savoir où est-ce qu'on va placer la frontière entre les Palestiniens et les Israéliens, parce qu'elle n'existe matériellement plus. Il y a 1 million d'Israéliens qui sont en territoire palestinien. Il y a 20% de la population israélienne qui est d'origine palestinienne, qu'on appelle les Arabes israéliens. La question qui se pose à nous, c'est sous quel statut nous allons pouvoir cohabiter, Israéliens et Palestiniens, en ayant un groupe qui va dominer systématiquement un autre, ou en ayant une parfaite égalité de droits, une liberté d'installation et de circulation pour tout le monde. C'est ça la question qui se pose à ma génération. Même si là on en est très loin de oui, bien sûr. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est pas de savoir où la frontière va être placée entre moi, palestinienne, et mon voisin israélien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels droits j'ai
et quel droit il a. Donc, Et si nous sommes dans un système politique qui nous permet d'être à égalité. Et je veux dire juste un exemple. Là où les Israéliens sont les plus en sécurité, c'est où ? Parce qu'il y a des Israéliens sur tout le territoire. Tout comme il y a des Palestiniens sur tout le territoire. C'est en Israël, pas seulement parce qu'il y a tout un dispositif sécuritaire, etc. Parce qu'il y a 20% de Palestiniens, d'Israéliens d'origine palestinienne. C'est là où ils sont le plus en sécurité, c'est là où ils cohabitent avec les Palestiniens. Si les Palestiniens étaient par nature, par essence, des gens fondamentalement opposés à la présence des Israéliens et aussi aux Israéliens, on aurait des attentats tous les jours. Parce qu'une personne sur 5 en Israël est d'origine palestinienne. Là où ils sont le plus en sécurité, c'est là où on a donné le plus de droits aux Palestiniens. C'est là où les Palestiniens ont une citoyenneté, ils ont des droits civils, politiques, et ils sont aussi discriminés, parce que ça a été documenté, qu'ils vivent quand même avec un statut de citoyen de seconde zone. Mais là où la garantie de sécurité est la plus, si vous voulez, complète pour les Israéliens, c'est là où les Palestiniens ont le plus de droits. Donc je suis convaincue que cette paix dont vous parlez, elle arrive d'une libération collective du Jourdain à la mer, qui passe par une égalité de droits et une reconnaissance aussi des spécificités, parce que la particularité qu'on a avec la question coloniale israélienne, il faut la nommer, c'est une question coloniale, mais la particularité qu'on a avec la question coloniale israélienne, et c'est en cela qu'elle est différente de la question coloniale française, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de métropole, en fait, pour les Israéliens. Et la raison d'être d'Israël, ce n'est pas la seule, mais une des raisons d'être d'Israël, c'est la question de l'antisémitisme européen et de la persécution des communautés juives en Europe. Donc on ne peut pas défaire cette question coloniale sans intégrer qu'il y a une obsession sur la question sécuritaire de par aussi une histoire traumatisante. Et qu'on ne peut pas arriver à une paix sans garder cette question de la reconnaissance de la spécificité de l'identité israélienne et nationale israélienne. Et je crois que votre vision, elle est bien comprise, pas deux États côte à côte, un État avec une cohabitation, une égalité de droit. C'est vraiment l'option la plus pragmatique, c'est-à-dire parce que sinon il va falloir nous expliquer comment on va déplacer 1 million d'Israéliens. Et les experts israéliens, ils vous disent quoi sur ce sujet ? Ils vous disent si demain on déplace 1 million de colons israéliens en Israël, c'est la guerre civile en Israël. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci Rima Hassan et sûrement à très bientôt. Il y a beaucoup de combats et nous on suit tout ça évidemment. Avec grand plaisir. Je ramènerai un petit plat. T'as vu l'heure ? Avec Asdina Metchaouch et Ségora Fétin. Radio Nova.